Oui, André, j'avais une question de Madame Girard qui voulait savoir s'il y avait des recommandations pour toi, là. Recommandations relatives aux essais d'ajustement qualitatifs pour assurer la santé et sécurité des ajusteurs autant que des ajustés. Y a-t-il des recommandations? As-tu entendu parler? Des ajusteurs, non, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Effectivement, parce que les concentrations, si on le fait avec un port account, les concentrations sont très faibles, inférieures à 1 mg par mètre cube. Donc, au niveau des gens qui font les tests, non, je ne connais pas d'enjeu particulier. Parfait. Puis, messieurs, Monsieur Leblanc, Monsieur Tartre, auriez-vous d'autres questions que vous Moi, voudriez j'aurais une question, approfondir? Steven. Oui, ma question serait pour Monsieur Drolet. J'aimerais, d'une part, voir l'ensemble. Je comprends tout le processus de désassemblage, mais je me questionnais jusqu'à quel point que c'était fait à chaque désinfection, parce que le processus que j'avais cru voir ne nécessitait pas un tel désassemblage complet. Je comprends que ça doit être pour atteindre une meilleure efficacité de décontamination, mais si, j'aimerais peut-être en savoir davantage sur ce processus-là. Oui, ben, c'est une super bonne question. Effectivement, il y a deux enjeux principaux en lien avec ça. Il y a l'enjeu technique, oui, il y a l'enjeu technique de décontamination puis nous, il y avait quand même des odeurs qui restaient à l'intérieur du masque par la suite quand le désassemblage n'était pas fait au complet. Puis il y avait aussi le temps de séchage qui était particulièrement augmenté parce que le support à cartouche ou le support de filtre à l'intérieur de la pièce faciale, donc c'était pas facile. Puis il y a une question aussi d'hygiène, vu que c'est pas la même personne qui reporte. On comprend là l'utilisation habituelle de ce produit-là, c'est pas fait pour être utilisé par plein de personnes non plus, là, un après l'autre. Donc, on avait cet enjeu-là. Puis il y avait l'enjeu humain aussi de dire, OK, là, on travaille avec un contaminant, un bioaérosol, un virus. On veut s'assurer que le monde se sente bien protégé. Puis au début, on avait des enjeux d'assemblage ou des problématiques d'assemblage. Donc, on voulait aussi régler ce volet-là. Fait qu'effectivement, maintenant, le masque est vraiment désassemblé complètement, exception faite des sangles. On garde les sangles, la coiffe là, et la partie là, le couvre-soupape devant. Donc, reste assemblé, mais tout le reste est désassemblé au complet pour les enjeux, dans le fond, de décontamination complète, un meilleur séchage, l'absence, dans le fond, de vapeur qui pourrait rester de chlore aussi. Puis ça nous permet un contrôle qualité aussi lors du réassemblage au niveau des pièces. Complémentaire. J'aurais deux questions, si c'est possible. Oui. Une question à savoir, le chlorure de benzalconium, est-ce qu'on peut l'utiliser pour la désinfection? Ça s'adresse peut-être à Mme Cortin, cette question-là. Et ma deuxième, valve d'exhalation. Est-ce qu'on maintient l'utilisation ou non dans les valves d'exhalation, soit des masques demi-masques ou N95 ou P100? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut éclaircir la chose? Je peux peut-être prendre le relais pour le volet valve d'exhalation. Je sais qu'il y avait aussi, si ma mémoire est bonne, M. Labrec qui a posé la question tantôt là, sur le chat. Effectivement, ben, en ce qui me concerne, c'est un enjeu. On travaille en milieu hospitalier, on veut protéger nos travailleurs, mais on veut aussi protéger là, la clientèle. Donc, c'est sûr que dans les environnements qui sont stériles, on ne veut pas utiliser ce type d'équipement-là parce que l'air n'est pas filtré à la sortie. Donc, je ne vous apprends rien de ça. Ceci étant dit, pour les travailleurs, un exemple, les anesthésistes, les inhalothérapeutes qui sont plus loin du champ stérile, donc on peut quand même leur faire porter ce type d'équipement-là. On n'a pas d'enjeu. Puis il y a une question de confort, malgré que le volet communication là, peut être un petit peu problématique. Puis pour les N95, il y a peut-être d'autres personnes qui peuvent se positionner là, peut-être mieux que moi là-dessus. Je le sais que l'enjeu du double port de masque n'est pas recommandé, puis il n'est pas nécessairement il y a une restriction respiratoire là, qui a augmenté de beaucoup, puis je ne vous parle même pas de la chaleur. Là. Je sais que les études en rajoutent. Là, fait que la perception de chaleur aussi, là, c'est un élément qui se rajoute. Donc, on essaie de limiter le plus possible les N95, là, vraiment là, à masque filtrant qui ont des soupapes. Ceci étant dit, s'il n'y a pas un enjeu drastique, des fois, le risque est mitigé. En ce qui concerne l'urgence à Lévis, où est-ce que la Belle-Port en continu, bien là, tous les employés portaient donc le demi-masque. Donc, pour l'ensemble des employés, le monde se protégeait, donc, vu que tout le monde, là, dans l'air respiré, là, était filtré. Puis pour le volet clinique, bien, on se disait quand même, c'est déjà des personnes qui sont fort probablement, dans le fond, contaminées. Le risque étant
quand même assez amoindri au niveau des employés, mais au niveau de la clientèle, il restait un risque, malheureusement, mais il n'y a pas de situation idéale dans le contexte. Donc, il y avait un risque qu'un travailleur aurait pu transmettre. Dans le fond, un travailleur qui serait asymptomatique aurait pu transmettre à de la clientèle. Mais considérant les enjeux d'approvisionnement, quand il nous reste des masques pour 2 jours, des fois, on essaie de s'ajuster avec la situation aussi. Donc, je ne sais pas si ça répond bien à votre question. Juste pour compléter, je peux vous dire que dans le monde, ça existe des recherches pour mettre un filtre au niveau de la valve d'exhalation, mais que les développements ne sont pas encore assez satisfaisants pour les rendre publics. Mais il y a des gens qui travaillent à mettre des filtres aux valves d'exhalation. Je voudrais poser une question à M. Violette et question concernant les masques moulés. Comme je disais tantôt, le port des masques, ce n'est pas naturel. Donc, l'effet de porter un masque crée un inconfort. Les masques, N95, gros problème, c'est qu'ils n'ont pas de valve, qu'à l'exhalation, l'air qui rentre, il sort à la même place. L'humidité se cumule, la température monte. Les masques avec une valve, ça permet de libérer l'air vicié à l'extérieur. Alors, je n'ai pas entendu parler dans les masques 3D, est-ce qu'on a prévu une valve d'exhalation, primo. Secondo, c'est pas normal de développer un masque avec un moule de visage, alors que le visage, lui, il n'est pas rigide. Il y a des mouvements, on respire, on parle, ce qui entraînerait un problème pour l'ajustement du masque. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces deux problématiques-là? Un, deux, l'effet y a-t-il une valve dans ces masques-là? Je ne sais pas s'il est encore présent, monsieur. Oui, je pense que le Dr. Kessy a quitté. Peut-être que je pourrais enchaîner avec ma partie. En fait, c'est que, comme j'expliquais dans la présentation, nous, on utilise des méthodes de dernier recours où le confort n'est pas un enjeu prioritaire. L'enjeu est vraiment la protection du personnel, disons, coûte que coûte. C'est sûr que nous, on n'imprime pas des masques, on imprime des adaptateurs on imprime en fait le moins possible. On essaie d'adapter des matériaux qui existent déjà et d'ajouter une valve à ces composés-là, je pense que ça serait difficile de notre côté. La question aurait été intéressante à poser à Dr. Kessy, mais malheureusement, il semble avoir quitté. Au niveau de la rigidité, en fait, il faut comprendre que c'est imprimé en TPU. C'est un genre c'est pas un élastomère, mais c'est un plastique qui est assez malléable. C'est légèrement caoutchouté. Donc, on a réussi à atteindre un facteur de 200 plus d'étanchéité, justement parce que ce matériel-là peut se déformer pendant le test d'ajustement. On fait parler gauche-droite, au bas, respirer profondément, respirer normalement par la bouche. Donc, au niveau de la rigidité, il y a des polymères qui permettent d'avoir une certaine mobilité. Mais c'est sûr, au niveau de la valve, vous voyez, nous, ça a été autant les N95 que les autres méthodes. La valve d'exhalation a été permise ici au CHUM, puisque ça n'a pas été jugé être un facteur prévention, contrôle des infections important que l'air vicié soit évacué. Surtout que la plupart ont des valves d'exhalation vers le bas et non directement vers le visage du patient si on est penché par-dessus ceux-ci, par exemple. Est-ce que ça répondait à votre question? Oui. Juste pour... est-ce que le docteur Kessy est là? Parce que ça aurait été intéressant de voir sa réponse. Bon, d'accord. Oui. À nouveau, pour M. Drolet, c'est plus un commentaire, à moins que vous ayez réponse, mais je n'ai pas, pour ma part, peut-être ces informations-là existent à la santé publique ou ailleurs au Québec, mais je serais curieux de voir un comparatif de nombre de cas
que vous avez pu avoir de personnel infecté depuis que vous avez installé le système de masque élastomère quand on compare à d'autres installations qui ont d'autres types de modes de prévention et d'équipements de protection. Puis, je ne sais pas à ce jour si vous avez certaines données là, à cet égard. Oui, encore là, super question. J'en ai discuté avec mon collègue André Vincent, qui est microbiologiste infectiologue hier, pour faire un petit peu le point sur les cas qu'on avait eus, puis toute la démarche. Puis en ce qui nous concerne, pour l'instant, on n'a aucun cas répertorié dans les enquêtes épidémiologiques de nos travailleurs qui auraient contacté, dans le fond, en utilisation avec les masques, les APR en élastomère. Donc, c'est pas impossible en soi, mais pour l'instant, du moins, les informations qu'on a, on n'aurait pas d'employés. On a des employés contaminés, donc on en a eu qui ont malheureusement là, attrapé le virus, mais en ce qui nous concerne, du moins, on n'avait pas de cas pour l'instant. Ce qui est quand même encourageant, puis ça risque un APR comme un N95, il y a un risque quand même, dans le fond. L'étanchéité est toujours un enjeu. On le voit avec les essais d'ajustement. Donc, ça fonctionne pour l'essai à l'origine. Des fois, c'est plus... donc, quand la personne travaille, il y a un risque aussi. Donc, on présume que vu qu'on a un joint d'étanchéité qui est beaucoup plus souple avec le silicone de la série 7500, donc ça peut peut-être mitiger le risque un peu là. Mais il y a des enjeux possibles. Je ne vous dis pas que c'est un dossier parfait. C'est quelque chose qui est possible aussi. Je vous disais tantôt qu'on a eu des enjeux d'assemblage, des problématiques d'assemblage au début. Donc, il y a certains cas que ça aurait pu arriver aussi. Donc, c'est pas parfait, mais dans le contexte du moins, là, je pense que ça répondait bien aux besoins. Je serais content de voir une université faire une étude comparative ou un centre de recherche entre différents modes de protection dans différents milieux. Bien, je serais le premier partant. Tantôt, je voyais dans les commentaires aussi Madame Valérie Cortin, si ma mémoire est bonne, poser la question là, au niveau de l'information de l'INSPQ, ça venait de où? Donc, c'est vraiment les mesures exceptionnelles là, pour les équipements de protection individuelle lors de la pandémie, les recommandations intérimaires du 5. Je ne dis pas que c'était très complet comme renseignement, mais ça nous ouvrait la porte à, si vous êtes en situation de rareté de produits, chercher d'autres solutions qui sont approuvées par le CDC. Donc, il nous ouvrait en même temps un petit peu la porte en disant, allez voir, le dossier du CDC est assez complet avec les différents scénarios. Puis le CDC nous ouvrait la porte, là, mais bien ouvertement, là, à dire, écoutez, envisagez les réutilisables. Donc, moi, j'avais besoin d'informations, je l'ai trouvé assez rapidement, puis après ça, on a pu faire un bout de chemin avec ça. Bon, moi, je vais oser une question. Est-ce que déjà quelqu'un en Amérique du Nord a pensé à développer une procédure de désinfection pour des masques élastomères avec le peroxyde d'hydrogène? Il y a 25 universités américaines qui travaillent actuellement à essayer de désinfecter des N95. On prendrait une fraction de cette énergie-là et de ces ressources-là pour développer des méthodes de désinfection de masques élastomères et on serait beaucoup plus efficace.